Oui, parfait. Ouais. Et du coup, je coupe le micro, tout ça, et voilà, je fais rentrer Bah, la je regarde quand les gens rentrent Ouais, tu peux dans voir la les salle. nouveaux qui Super. rentrent. Ouais. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on attende encore une minute ou deux pour que les derniers retardataires se joignent à ce webinaire et puis on va démarrer. Bonjour, je vous remercie de vous être connectés au webinaire mensuel sur l'IA générative co-organisé par MIA et Minalogic. Donc, je suis Philippe Viexorek, je dirige l'équipe innovation dans le pôle de compétitivité Minalogic, qui est le pôle de la transformation numérique. On enchaîne effectivement ces webinaires IA générative. On a le plaisir d'accueillir Kartik Alahari qui va nous parler d'IA générative plutôt dans des applications visuelles, donc photo, vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'interface dédiée à cet effet. On va laisser Kartik dérouler sa présentation et on répondra à toutes vos questions à la suite du webinaire. Le webinaire est enregistré, il sera rediffusé dès qu'on aura fini la session. Et merci de vous être connectés. Merci à Kartik de nous donner de son temps pour nous expliquer ces usages-là. Et je disparais pour reprendre la main une fois que Kartik aura terminé. Merci beaucoup. Voilà, normalement, vous voyez mon écran. Oui, oui, c'est OK, parfait. très bien, super. Bonjour à toutes et à tous. Merci encore Philippe et Amina Logic pour cette invitation. Donc, ça fait plaisir de vous parler de ce sujet génération d'images. Donc, c'est de l'IA générative, mais côté visuel. Alors, donc là, je vais démarrer par, voilà, juste par une petite définition en fait de ce que je veux dire par génération d'images. Donc, je pense que la plupart d'entre nous savent qu'est-ce que c'est. Donc là, l'idée, c'est en fait de simplement de générer une image la plus réalistique possible à partir de contenu. Par exemple, ça peut être de texte, souvent appelé comme de prompt. Ça peut être une phrase qui décrit en fait qu'est-ce qu'on veut voir visuellement dans une image ou dans une vidéo. Donc là, c'est un exemple qui a été généré par un logiciel qui s'appelle Midjourney. Donc ça, c'est un exemple. Il y en a eu beaucoup d'autres, comme notamment DALL-E, créé par OpenAI, des modèles de Gemini ou Gemma créés par Google ou DeepMind, et ensuite une version ancienne, on va dire, de Google aussi qui s'appelle Imagen, et ensuite Midjourney, comme je vous ai dit, et il y a notamment aussi l'extension vers les vidéos, aussi créée par OpenAI qui s'appelle Sora, qui date d'il y a 1-2 mois.
Et ensuite, Stable Diffusion, aussi une autre plateforme qui est très populaire, connue pour générer des images. Il y en a plein d'autres, je ne vais pas tout en citer, comme Firefly, d'autres choses qui viennent d'entreprises comme Adobe, etc. Donc, par contre, là, on en parle beaucoup de génération d'images ou vidéos ou de textes en ce moment, mais par contre, c'est un sujet qui date des années. Donc, il y en a eu plein de modèles génératifs dans le monde d'apprentissage statistique, notamment quelques exemples comme des networks, des réseaux bayésiens, par exemple, comme des modèles autorégressifs. Il y a eu aussi d'autres modèles comme Latent Dirichlet Allocation, je ne sais pas comment ça se traduit en français. Il y a eu des modèles d'auto-encodeurs, variationnels ou pas. Et il y a d'autres exemples comme le modèle GAN, Generative Adversarial Network, et plus récemment des modèles de diffusion. Donc, on ne va pas en traiter tous les types de modèles aujourd'hui. Notamment, je vais prendre quelques exemples pour aller entrer un peu plus en détail, pour dévoiler, en fait, on va dire, quelques détails techniques de quelques modèles. Je vais prendre trois notamment comme exemple de GAN, de encodeur, auto-encodeur, et les modèles plus récents de modèles de diffusion. Et après, à la fin, pour terminer, on va voir quelques questions qui sont toujours ouvertes au niveau d'évaluation de ces modèles, quelques erreurs commises par ces modèles, comment on peut les corriger peut-être, et ensuite les biais qui existent dans ces modèles. Donc, alors, quand on parle de génération d'images, il y a en gros deux types de génération qui sont possibles. La première, c'est de génération non conditionnelle. Donc là, simplement, ça va être juste génération de visages, par exemple. Ça, c'était un des premiers exemples qui a été très populaire dans la communauté de vision. Et ensuite, ça peut être aussi de super résolution, de haute résolution d'image, où on va augmenter la taille spatiale, si c'est juste une image, ou spatio-temporelle, si c'est une vidéo, d'une image ou une vidéo. Donc là, c'est sans condition, on va juste simplement donner, voilà, juste des images d'un type. Et l'autre, c'est les exemples qu'on utilise plus souvent ou plus souvent en ce moment, c'est des exemples de génération conditionnelle. Ça peut être de génération de texte, pardon, de génération d'images à partir de texte. Donc, on donne une phrase ou plusieurs phrases pour créer une image ou une vidéo. Ça peut être aussi des exemples de in-painting où on veut créer un trou dans l'image et on veut remplir le trou par le contenu qui est approprié pour une image. Par exemple, ça peut être enlever cette personne de cette image-là, comment on va remplir par le fond qui est approprié. Alors, ça peut être aussi de translation ou de conversion d'une image vers l'autre. Par exemple, si on a une image, je ne sais pas, d'un chat généré euh, dans le jardin, peut-être on veut placer le chat, je ne sais pas, dans les montagnes, de changer un peu le fond. Donc là, c'est des exemples de génération conditionnelle. Donc, je vais démarrer par le problème de génération non conditionnelle et après, on va voir comment on peut aller vers d'autres types de génération en utilisant des conditions de texte notamment. Donc, le premier exemple, le premier modèle dont je vais vous parler, c'est de Generative Adversarial Network. Donc, on va dire que c'est la version précurseur de Diffusion Models qui a été très, très, très populaire. Donc là, il y a plein de blocs ici que vous voyez dans cette image. Je vais aller doucement sur chacun de ces blocs. Donc là, il y a deux grosses parties dans ce modèle. Notamment, il y a un générateur et après, il y a un discriminant ou discriminateur qui sont les deux composants de ce modèle-là. Donc, générateur, simplement, c'est de prendre une entrée, on va dire qu'est-ce que c'est que cette entrée, et l'idée de générateur, c'est de simplement générer, dans ce cas-là, une image. D'accord? Donc ça, c'est une partie, donc ça, c'est la partie qui nous intéresse, comment générer des images. Donc, pour pouvoir générer, on va prendre une entrée. Donc là, c'est le cas de génération non conditionnelle. Donc, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de classe. On va juste prendre simplement un vecteur, qui est un vecteur de ce que c'est une représentation latente, on va dire, d'une image. Donc, c'est un vecteur d'une telle taille avec des valeurs qui sont générées aléatoirement. Donc, à partir de ça,
comment on peut générer une image. Donc là, c'est la, la- la partie d'apprentissage. Après, il y a une deuxième partie, c'est la partie discriminateur. Donc, ce discriminateur, c'est comme un modèle, c'est exactement comme un modèle discriminant qui essaie de distinguer deux choses. Donc là, ici, ce modèle-là prend deux exemples d'images. Une image, c'est une image réelle qui est dans notre base de données. Donc, on a une base de données dans laquelle on choisit une image aléatoirement. Et après, on prend l'image qui a été générée par un générateur. Donc, discriminateur, maintenant, son travail, c'est en fait faire la distinction entre les deux. Du coup, ça fait comme une comment on dit, classification en deux labels. Un label qui décrit que voilà, ça c'est bien une image réelle. Et l'autre exemple, l'autre classe, c'est en fait, c'est une image qui est fausse, qui a été générée. Donc, l'idée de ce discriminateur est simplement de distinguer entre ces deux types d'images. Donc, en prenant exemples d'images comme entrée, est-ce qu'on peut donner la vraie étiquette pour chacune de ces images? Donc, ça, c'est le, le but du discriminateur. Donc, à partir de ça, on peut facilement créer une fonction de loss. Et c'est ça qu'on va en fait utiliser pour optimiser pas seulement le discriminateur, mais aussi le générateur. Donc, ça va être le même loss qui va être utilisé pour apprendre les paramètres du discriminateur et du générateur. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement ces deux parties, générateur et discriminateur? Donc là, ce sont des réseaux de neurones souvent convolutionnels. On peut mettre aussi des transformers, mais voilà, il y a des réseaux de neurones, donc ça peut être des UNet, par exemple, si vous connaissez, ou un réseau de neurones simplement convolutionnel avec plusieurs couches de convolution, de pooling, de couches complètement connectées, etc. Donc, chacune des couches ont des paramètres. Donc là, on va utiliser une loss qui va être la loss. Est-ce que le discriminateur a réussi à distinguer entre ces deux types d'images réelles et images générées et utiliser cette loss-là pardon, pour faire calculer le gradient et de rétropropager le gradient vers le discriminateur et le générateur. Donc, ça peut paraître un peu complexe pour l'instant, mais on va aller voir un petit peu plus en détail. Alors, j'essaie de ne pas mettre trop d'équations, mais il faut quand même introduire une ou deux. Donc, il y en a une seule équation pour chacun des modèles que je vais vous expliquer. Donc, on va donner un petit peu de notation. Donc, on va commencer par cette initialisation de générateur, le variable, le vecteur z, qui est l'entrée de générateur. Donc, le générateur qui est décrit par un G majuscule. Donc, ça, c'est le modèle générateur qui est un réseau de neurones, comme je vous ai dit. Donc, il y a un tas de choix en fait pour le générateur. Ça peut être, comme je vous ai dit, un réseau de neurones convolutionnels. Ça peut être un UNet, donc une version un peu améliorée de réseau de neurones convolutionnels. Ça peut être aussi des transformers, des réseaux de neurones un peu plus complexes en utilisant des modèles d'attention et tout ça. Donc, ça peut être n'importe quoi. Pour l'instant, on peut prendre un modèle abstrait en disant qu'il y a un bloc générateur avec des paramètres comme un réseau de neurones. Donc, ce générateur, en utilisant l'entrée Z, va nous générer une image GZ. Donc ça, au départ, vous imaginez que voilà, ça va être complètement de bruit parce que le modèle n'a pas du tout appris comment générer une image avec du contenu qui est utile ou qui a de sens un peu sémantique. Donc, on va laisser ce modèle comme ça. Ensuite, il y a le discriminateur décrit par D majuscule qui va prendre en entrée une image réelle ou une image qui a été générée. Donc, la sortie de ce discriminateur pour une image réelle, c'est DX. Et la sortie de discriminateur pour une image qui a été générée, c'est DGZ. D'accord? Donc, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ensuite, on a une fonction de loss qui est tout simple pour optimiser tous les deux parties du réseau. Donc là, c'est décrit par cette fonction V qui a deux choses qu'on doit optimiser, donc le discriminateur et le générateur D et G. Donc le discriminateur essaie de maximiser le score. Donc c'est-à-dire, il essaie si par exemple on dit que une image réelle ça prend un label 1 et une image qui a été générée prend le label 0.
D'accord? Donc, l'idée, c'est de maximiser comment dire, de faire de la prédiction correctement. Donc, c'est ça le but du générateur. Il va essayer de maximiser ce coût, ce reward pour optimiser voilà, la distinction entre les images réelles et les images qui sont générées. Donc, ça, c'est décomposé en deux parties. Donc, si c'est un exemple qui vient de la distribution d'images réelles, donc ici comme X, donc comme je vous ai dit, ça c'est un label 1. Donc, on va essayer de maximiser la logarithme de la sortie de générateur. Et si c'est la sortie pour une image qui a été générée, c'est 0, c'est la sortie idéale pour discriminer que voilà, c'est bien une image qui a été générée. Là, c'est 1 moins la valeur de sortie de discriminateur. D'accord? Donc ça, c'est la partie pour le discriminateur. On essaie de maximiser la prédiction, la vraie prédiction, si c'est une image qui est réelle ou générée. D'accord? Après, le but du générateur, c'est un peu l'inverse. Il va essayer de générer les images plus en plus réalistes. Donc, il va essayer de tromper le travail de discriminateur pour créer des images plus en plus réelles. Et ça va rendre le travail de discriminateur plus en plus difficile pour faire de la distinction. Donc, c'est comme ça, il essaie d'apprendre. Donc, ça, c'est une formulation qui est connue en optimisation, c'est minimax. Donc, ça vient de Thierry des jeux. Donc, il y a deux entités. Un qui essaie de distinguer quelle est l'image qui est réelle ou générée. L'autre qui essaie de générer des images plus en plus réalistes pour pouvoir euh, tromper l'autre discriminateur. D'accord? Donc, ça, c'est une fonction qui est un peu complexe à minimiser. Donc, on va faire ça en deux parties. Donc, d'abord, on va traiter euh, pardon, la partie discriminateur. Ça veut dire qu'on va figer la partie générateur, donc qui prend une entrée d'un vecteur aléatoire et qui va générer des images. Au départ, ça va être ici, comme vous voyez, juste de bruit. Mais on va laisser le générateur comme ça. Et on va utiliser la sortie du générateur pour pouvoir apprendre le discriminateur. Donc là, ici, c'est de calculer simplement la, la- la sortie du discriminateur, donc de notre réseau de neurones, et de dire, alors, est-ce que pour ces images qui sont réelles, la sortie est 1? Donc ça veut dire que ça, c'est une vraie prédiction. Et pour les images qui sont générées, est-ce que la sortie, c'est 0? Donc c'est réel ou pas réel. Donc, si c'est classifié correctement, là, il n'y aura pas de loss. Si c'est classifié incorrectement, on va calculer le loss, on va calculer le gradient, et après, on va faire le rétropropagation, mais qui va juste simplement toucher les paramètres discriminateurs. Ensuite, on va passer à la deuxième phase où, après quelques itérations d'apprentissage du discriminateur, on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec le modèle générateur. Donc là, on va figer le discriminateur, donc qui va donner à chaque fois une sortie 0 ou 1 selon l'exemple qui a été donné par le générateur ou les données réelles. Donc, on va encore calculer le même loss. Est-ce que le discriminateur est capable de distinguer entre ces deux images qui sont générées? Donc, si c'est prédit correctement, on va pas avoir de loss. Si c'est prédit incorrectement, on va utiliser ça, calculer le gradient de cette loss, et puis passer le loss, propager le loss pour pouvoir faire un update sur les paramètres générateurs. Donc là, c'est en deux phases. Euh, c'est ce qu'on fait. D'accord? Donc là, c'est en gros, qu'est-ce qui se passe avec le modèle de GAN. Mais par contre, comme je vous ai dit, c'est un modèle qui est complètement non conditionné. Il n'utilise pas du tout l'idée de classe. On ne peut pas dire, voilà, génère-moi des images de telle classe ou génère-moi des images qui contiennent de ce contenu voilà, décrit dans cette phrase de texte. Donc, comment on peut maintenant passer à l'étape de conditionner cette génération? Donc là, ça peut être, comme je vous ai dit, juste une classe, des chats, des chiens, d'autres choses qu'on veut générer, ou ça peut être une caption qui décrit un peu plus précisément qu'est-ce qu'on veut, un chat qui est dans le jardin avec des nuages, voilà, dans le ciel, etc. Donc là, il y a un modèle qui a été proposé il y a quelques années, juste l'année d'après la proposition de modèle de gaz, pardon, de modèle de base de GAN. Donc là, on a notre discriminateur
qui toujours fait la distinction entre si c'est une image qui est générée réellement ou si c'est une image, pardon, si c'est une image réelle ou si c'est une image générée. Mais par contre, en plus de prendre ces deux images comme entrée, il va aussi prendre la notion de classe. Donc, c'est une étiquette de texte qui montre voilà, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on veut générer. Et donc, pareil, le générateur aussi, au lieu de prendre juste le vecteur qui est aléatoire, il va aussi prendre l'information de la classe. Donc, simplement, on ajoute une chose, voilà, ça peut être un vecteur, un one-hot encoding qui est concaténé avec notre vecteur Z, par exemple, et qui va être notre maintenant entrée de générateur. Donc, c'est un simple changement. Et pareil, discriminateur, avec l'image, il va aussi prendre l'information de classe. Et encore, ça peut être un one-hot encoder qui va être concaténé avec les données et qui va être pris par le discriminateur. Donc, il y a eu d'autres choses, d'autres façons en fait de combiner cette information. Là, c'était l'information de classe que je vous ai dit. Et là, maintenant, si c'est une caption, donc une phrase qui décrit voilà, qu'est-ce qu'on veut générer. Et donc là, la première chose qu'on va faire, c'est en fait de transformer cette phrase en un vecteur. Donc là, vous pouvez imaginer que c'est voilà, c'est un embedding. Donc, on va transformer le texte vers un vecteur qui contient l'information. Voilà, comment on fait? Ça peut être un transformer, par exemple, un modèle de BERT ou d'autres choses voilà, qui peuvent encoder l'information de texte en vecteur. Donc, une fois qu'on a ce vecteur, on peut l'utiliser de plusieurs façons. Donc, dans la partie générateur, comme je vous ai dit, on peut concaténer maintenant l'entrée Z, le vecteur qu'on avait, avec cette nouvelle information qui vient de texte. Donc, après, on a les étapes comme avant, des couches de réseau de neurones qui vont être apprises par notre loss. Et dans la partie discriminateur, on va faire aussi cet ajout du même vecteur qui est la transformation de texte et on va le concaténer à une partie de notre réseau. Dans une partie, voilà, une fois qu'on a transformé l'image vers une représentation, on va ajouter l'information de texte aussi avec ce nouveau vecteur qu'on a calculé. Et ensuite, ainsi de suite, on va passer par d'autres couches dans le discriminateur pour pouvoir faire la distinction entre image fausse et image réelle. Donc là, c'était l'idée de text-to-image synthesis. Donc avec ça, on a eu des résultats plutôt intéressants à l'époque, hein. Là, on parle de déjà il y a 10 ans, quand le modèle a été d'abord proposé. La première chose qu'ils ont montré, en fait, c'est de génération de visages, voilà, sans dire qui on veut générer. C'est juste des visages de personnes qu'on veut générer. Et là, vous voyez que c'est une résolution qui n'est pas très, très nette. C'est de taille très petite. Voilà, ça marchait bien à l'époque, mais là, c'est pas du tout l'état de l'art. Mais ça a été amélioré. Ils ont augmenté les résolutions. Ils ont généré des scènes un peu plus complexes que, voilà, là, ce sont des chambres, je pense. Donc, vous voyez bien qu'il y a un lit dans quasiment toutes les images. Voilà, donc il y en a quelques-unes qui sont mieux que, que les autres. Par exemple, ici, en bas à gauche, vous voyez que c'est pas aussi bon que ce qu'on veut. Mais après, il y a aussi des petites applications comme, voilà, on a des générations d'images d'un homme avec des lunettes. Et après, on a aussi génération de visage d'un homme sans les lunettes. Est-ce que maintenant on ajoute des exemples de femmes sans les lunettes? Voilà. Est-ce qu'on peut générer finalement les images de femmes avec des lunettes? Donc là, c'était une application de GAN déjà encore il y a quelques années. Donc pour montrer que voilà, on peut ajouter, supprimer des choses dans les représentations. Mais voilà, ça marche à peu près, mais voilà, c'est pas 100%. Mais par contre, là, les modèles de GAN ont été beaucoup améliorés. Il y a eu des modèles comme Big GAN, Giga GAN, Style GAN 1, 2, 3 maintenant, je crois. Donc là, vous voyez que c'est très, très, très euh, net comme image. Là, c'est des styles qu'on peut avoir comme des peintures ou des scènes réelles comme cette coucher de soleil, etc. Donc là, l'idée, c'était principalement d'utiliser beaucoup de données, avoir des réseaux
dans la partie générateur et discriminant qui sont plus forts, on va dire, au niveau de nombre de paramètres, comment ça a été appris. Donc, comme je dis, ça peut être aussi un transformer. Donc, ça, c'était une amélioration majeure. Donc, voilà. Et beaucoup de données, beaucoup d'apprentissage. Donc, il n'y a pas eu comment dire, une révolution de changement de modèle de GAN, mais voilà, il y a eu plein de petites choses qui ont beaucoup amélioré le résultat de GAN. Donc, ensuite, je vais prendre un autre exemple de modèle de génération, plutôt de diffusion, mais avant de rentrer dans les détails de diffusion, il nous faut un peu de détails aussi sur un autre modèle qui était un peu avant les GAN, les modèles de auto-encodeur variationnel, aussi une variante. Donc là, l'idée est assez simple pour décrire. Donc là, on a une entrée. Donc, on a une partie de notre réseau qui va en fait transformer notre entrée vers une représentation latente décrite ici par Z. Donc là, c'est la partie de transformation d'entrée vers un feature, on va dire. Et ensuite, il y a une partie de décodage qui va transformer cette représentation vers, vers un vecteur, vers notre entrée. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement? Donc là, on peut prendre une image comme entrée. Donc, on va transformer cette image grâce à la partie encodage. Donc, ça, c'est encore un réseau de neurones qui va maintenant nous générer en fait un vecteur. Ça peut être voilà, un vecteur ou une matrice avec une certaine taille. Donc, on va prendre maintenant ce vecteur et ensuite, on va passer à la phase de décodage qui va être en fait une reconstruction de notre entrée. Donc, l'idée, c'est de commencer par une image et voilà, revenir vers l'image. La même image, voilà. Donc ici, l'avantage, c'est qu'en fait, on n'a pas vraiment besoin de étiqueter ou d'ajouter des annotations manuelles. Donc, on prend une image. Le but, c'est de générer exactement la même image. Donc, du coup, pour nous, maintenant, on peut utiliser toutes les images qu'on a à notre disposition pour apprendre un modèle comme ça. Donc, ici, du coup, la loss va être très simple. Ça va être une différence voilà, d'une fonction qu'on veut utiliser. Hein. Là, je montre une distance L2. Donc, entre l'entrée X et la reconstruction qui a été générée. Donc, l'idée, c'est de minimiser cette différence. Du coup, si on va rentrer un peu plus en détail, qu'est-ce que c'est cette X hat? Là, c'est en fait la sortie de notre réseau de décodage qui prend Z comme entrée. Du coup, ça va être maintenant minimisé. Le but, c'est de minimiser la différence entre notre entrée, l'image qui nous est donnée, et la reconstruction qui est générée par notre décodeur. Et le décodeur prend cette représentation latente comme entrée. Et du coup, cette représentation latente est en fait, c'est la sortie de notre réseau encodage. Donc simplement, c'est voilà. Donc ici, ça c'est un loss qui est très simple. Donc là, maintenant, on peut simplement calculer le gradient de cette loss et après propager ce gradient vers les deux parties de notre réseau, le décodeur et le encodeur. Donc là, grâce à ça, on va pouvoir apprendre tous les paramètres. Donc là, c'était le modèle auto-encodeur qui a été proposé il y a 15-20 ans à peu près. Et donc là, il y a eu une variation de ce modèle auto-encodeur qui est le modèle variationnel. Donc là, l'idée, c'est à peu près pareil, mais par contre, ce qu'on va faire, le encodeur, au lieu de directement générer le vecteur latent Z, il va plutôt générer en fait les paramètres d'une distribution. Donc, le but de l'encodeur, c'est maintenant d'apprendre juste des deux paramètres parce qu'ici, on va prendre des distributions gaussiennes. Donc, ici, il y a la moyenne et la variance comme paramètres. Donc, le but de l'encodeur, c'est d'apprendre juste ces deux paramètres. Donc, au lieu d'aller directement vers le Z, le variant variationnel d'auto-encodeur va nous apprendre en fait une distribution donnée par ces deux paramètres-là. Donc, une fois qu'on a une distribution,
on peut ajouter une phase de sampling, de choisir voilà, un exemple de Z à partir de notre distribution qui est gaussienne. D'accord? Donc là, c'est une petite variation dans le modèle auto-encodeur. Voilà, donc tout le reste, c'est pareil. On a une image comme entrée. Au milieu, on a notre représentation qui est latent. Et à la fin, on veut générer la même image. Donc, de reconstruire la même image. Donc, à l'intérieur, au lieu au lieu de prédire directement le vecteur latent, euh, l'encodeur va plutôt nous prédire une distribution qui est définie par ces deux paramètres-là. D'accord? Donc là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais voilà, c'est à peu près pareil. La même reconstruction, le loss de reconstruction qu'on avait tout à l'heure, mais les détails varient un tout petit peu. Voilà. Donc là, c'est à peu près le modèle d'encodeur auto-encodeur variationnel, ce qu'on a vu ici, d'accord? On a notre image comme entrée, on a la partie d'encodage et qui va nous générer en fait un vecteur latent, Z, et après on a la partie décodeur qui va transformer ce vecteur vers notre image, d'accord? Qui est une reconstruction de notre image d'entrée. Donc là, j'ai pris ça en amont parce que le modèle de diffusion, c'est à peu près pareil. L'idée, c'est exactement la même chose. On commence par une image et après, il y a une phase ou plusieurs phases d'encodage et ensuite suivi par plusieurs phases de décodage. Donc ici, la différence maintenant, c'est qu'au lieu d'avoir un seul encodeur et un seul décodeur, ici, on va faire ça en plusieurs phases. Ça veut dire qu'on va faire plusieurs phases d'encodage. Donc, on va prendre d'abord une image d'entrée et on va juste le transformer un tout petit peu, de commencer par x0, aller vers x1. D'accord? Et ensuite, on va refaire la même opération pour encore encoder cette phase, cette image maintenant x1 comme entrée, et encoder vers x2, et ensuite. Et à la fin, nous allons obtenir un xt qui est maintenant notre z, qui va être la phase la dernière phase d'encodage. D'accord? Ensuite, on va faire la même chose en inverse pour décoder cette image, pardon, pour décoder cette représentation latent en faisant les phases de décodage, mais en plusieurs fois. D'accord? Donc, comment c'est fait ici concrètement? C'est qu'ils ont utilisé l'idée de débruitage. D'accord? Donc, c'est pour ça il y a Denoising Diffusion Probabilistic Models, DDPM. Donc, ça, c'est un exemple de modèle de diffusion. Donc, là, ils ont transformé ce problème d'auto-encodage vers le problème de diffusion en utilisant l'idée de denoising. Mais on peut se demander, bon, on a réussi à faire ça avec en une seule phase d'encodage et une seule phase de décodage avec des modèles d'encodeur, mais pourquoi faire ça en plusieurs étapes? Donc l'idée, il y a deux raisons principales. La première, c'est qu'en fait, de faire des updates incrémentales, c'est plus simple de faire un update qui est une énorme transformation. Donc là, vous imaginez, si on va aller juste ici, de transformer notre image vers un vecteur de représentation latent. Ça, c'est une tâche qui est assez dure. Donc, il faut avoir des réseaux qui sont très puissants. Donc là, on va faire ça petit à petit, de faire des transformations intermédiaires de l'image. Et après, à la fin de plusieurs encodages, on va arriver à générer notre représentation latente. Donc, pardon, excusez-moi. Donc, c'est ça qui est fait en plusieurs phases. Et du coup, l'autre avantage, c'est que voilà, on a besoin d'avoir juste un réseau qui est simple en chaque phase et en composant tous les réseaux qui sont plus simples comme modèle d'auto-encodeur, on va mieux réussir en fait un autre problème. Donc, pratiquement pour faire ça, ils ont utilisé l'idée de débruitage. Donc, pour faire débruitage, d'abord, il faut qu'on ajoute du bruit. Donc, il y a deux phases de ces modèles de diffusion, comme les modèles d'auto-encodeur, où il y a la phase d'encodage, phase de décodage. Nous, dans la phase d'encodage, dans le modèle de diffusion, on va faire du bruitage,
l'image. On va simplement ajouter de bruit. Donc là, on va prendre une image, l'image originale, et après, on va prendre un vecteur, voilà, une distribution gaussienne pour notre bruit. Donc, on va simplement ajouter ces deux-là pour pouvoir générer une image qui a de bruit. Donc là, ça, c'est une simple opération pour ajouter du bruit dans une image. Donc là, on va faire ça plusieurs fois, petit à petit, avec des paramètres voilà, qui sont définis par ces alphas ici pour aller vers une image qui est complètement bruitée à la fin. D'accord? Donc ça, c'est une chose qu'on sait faire. Il n'y a pas d'apprentissage. On va simplement appliquer les phases de bruitage. Donc là, c'est la phase d'encodage. Et à la fin, on obtient une image qui est complètement bruitée. D'accord? Ensuite, on a notre phase de débruitage. Donc ça, c'est la phase de décodage. Donc ici, le but, c'est en fait de faire de débruitage d'image, pardon. Donc, pour la phase de débruitage d'image, il y a un réseau qu'on va utiliser, d'accord? Il y a le même réseau pour toutes les parties de débruitage, d'accord? Le même réseau, donc les mêmes paramètres. Mais par contre, on peut avoir plusieurs phases de débruitage. On va commencer par le XT, on va dire, d'accord? Ça, c'est notre entrée, donc avec beaucoup de bruit. Donc là c'est l'entrée. Et maintenant, quelle est la loss? Ici, c'est simplement la sortie de mon réseau avec ça comme entrée, le xt-1 ici, qui va être le x hat theta. D'accord? Donc ça, c'est notre réseau décrit par des paramètres theta. Et ensuite, pour calculer la loss, on a notre image d'origine, l'image qui n'a pas de bruit. Donc là, ça va être simplement la loss qui est une différence entre ces deux, la prédiction et l'image qui est réelle. D'accord? On peut maintenant utiliser voilà, les mêmes idées de calculer le gradient, rétropropager le gradient pour pouvoir faire un update sur les paramètres. Donc, une fois qu'on a fait ça, nous, on obtient maintenant l'image xt de t-1, t-2, etc. Et on va faire ça plusieurs fois avec le même réseau en apprenant les mêmes paramètres et en faisant voilà, la rétropropagation sur tous les paramètres. Donc là, on fait en plusieurs étapes. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous... Ah, j'ai une slide qui manque. Voilà, ça va nous donner un modèle de diffusion qui va pouvoir maintenant générer des images. Donc là, c'est encore une génération qui n'utilise pas de texte, qui n'a pas de conditions. Ça prend juste un bruit et ça va nous générer des images. Donc maintenant, il y a plusieurs améliorations qu'on peut faire. Donc, on peut avoir des modèles de diffusion en cascade, en hiérarchie. Donc, d'abord, on peut générer une image qui est toute petite, 64 par 64 en résolution. Donc, on peut utiliser ça comme entrée pour une deuxième série de modèles de diffusion qui vont nous pouvoir générer des images un peu plus grandes. Et donc, on peut avoir un cascade pour générer des images de plus en plus grande taille. Alors, après, il y a eu plein d'autres améliorations aussi sur ces modèles basiques de diffusion. Donc là, tout à l'heure, je vous ai dit, voilà, dans la phase d'ajout de bruit, voilà, il y a un paramètre qui est alpha qui décrit en fait quelle est la quantité de bruit qu'on va ajouter dans chaque phase. Donc ça peut être constant dans le modèle de base, mais par contre, on peut aussi avoir un ajustement de bruit ou faire un scheduling en fait de bruit. Donc ça peut être un bruit qui est plus élevé peut-être au milieu d'apprentissage et moins élevé au départ pour pouvoir mieux générer les images au départ, etc. Donc là, c'était une amélioration qui a été faite. Ensuite, ça peut être aussi une loss qui est calculée à plusieurs niveaux, donc plusieurs multi-échelles. On peut calculer loss à une très petite échelle, une échelle un peu plus grande, etc. Et ensuite, il y a eu aussi d'autres améliorations qui utilisent voilà, comment on dit, les représentations intermédiaires à chaque niveau de débruitage, de bruitage pour améliorer encore les réseaux. Donc, voilà, là, c'est juste quelques indices en fait pour
si ça vous intéresse d'aller voir un peu plus loin. Mais le modèle de base, en fait, c'est juste de bruiter l'image dans la partie d'apprentissage et après apprendre une raison qui va débruiter. Donc, voilà, encore, comme je vous ai dit, comme le cas de GAN, là, le modèle de base aussi, c'est non conditionnel. Donc, on n'a pas d'information, en fait, de qu'est-ce qu'on génère. Ça va juste prendre un bruit comme entrée et nous générer des images. Donc, du coup, comment on peut mettre l'information de texte ensemble? Donc, ici maintenant, l'idée c'est, voilà, maintenant on fait comment encoder ou représenter des images dans un espace latent. Et maintenant, on va aussi faire la même chose avec du texte ou des captions avec un encodage voilà, de type BERT ou d'autres choses pour pouvoir mettre ces deux embeddings en fait proches dans l'espace d'embedding si ça représente le même contenu. Par exemple, ici, c'est des enfants qui jouent au foot. L'image décrit la même chose, donc on espère que les deux embeddings ou représentations vont être proches dans cet espace de représentation ici. Bon, haute dimension, mais là, je vais vous montrer en 3D, mais voilà. Donc là, c'était exactement l'idée qui est un peu utilisée dans le Latent Diffusion Models, où on a notre modèle de diffusion, voilà, à gauche. Pardon. Et après, on a une phase de embedding ou de transformer en fait notre caption. Ça peut être juste de texte, ça peut être d'autres images. Donc, je vous donne une image comme entrée, je vous demande de générer des images à peu près de même style. Ça peut être aussi une segmentation d'une image. Donc, je vais avoir une image qui va avoir, je ne sais pas, la route les deux côtés, pardon, le trottoir les deux côtés, la route au milieu, les piétons les deux côtés, le ciel au-dessous, etc. Ça va être une segmentation sémantique. Et là, on veut bien que notre générateur suit le modèle et nous génère des images qui suivent cette segmentation d'images. D'accord? Donc là, tout ça, on peut trouver un modèle pour les transformer en vecteurs, par exemple. Si c'est de texte, ça peut être de BERT. Et une fois qu'on a ça, on va essayer d'intégrer cette information dans notre modèle de diffusion. Donc là, on a la partie de bruitage, d'accord, d'ajouter de bruit petit à petit, donc là, d'aller vers un espace latent. Et ensuite, il y a la partie de débruitage. Donc c'est ici qu'on va maintenant ajouter l'information de texte. Donc là, vous voyez que ça peut être concaténé à chaque niveau dans le réseau euh, quand on fait chaque phase de débruitage. Donc là, ça va être intégré par une simple concaténation ou des choses un peu plus complexes, mais on peut traiter ça comme voilà, ajout d'informations de représentation latent qu'on a avec notre phase d'encodage. Et après, quand on fait le décodage, on va simplement ajouter, comme on a fait un peu dans les GAN, on va ajouter cette information pour pouvoir générer une image qui suit la condition qu'on donne comme de texte ou d'autres choses. Alors, donc il y a d'autres types d'ajouts aussi qui sont possibles. On peut avoir un classifier qui voilà, nous donne, voilà, ça c'est la sortie d'un classifier. Ça peut être intégré aussi dans le modèle de diffusion. Et ça peut être aussi classifier sans classifier, mais voilà, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a d'autres options pour intégrer cette information. Alors, donc rapidement, je vais montrer quelques exemples de diffusion. Je pense que dans la partie introduction que j'avais faite il y a quelques semaines, j'ai montré ces exemples. Et là, c'est pour montrer en fait à quel point ça s'est amélioré, les résultats de modèles de diffusion. Donc, Midjourney, c'est un exemple de modèle de diffusion euh, qui est créé par une entreprise. Donc, on n'est pas tous les détails, mais là, c'est en haut à gauche, c'est la version V1 pour le même caption. Donc là, maintenant, c'est la version V6 en bas à droite que vous voyez de fin de l'année dernière, avec le même caption, les images sont plus en plus réalistes. Donc là, c'est pareil pour générer voilà, une image à partir de caption.
qu'on est vraiment comme des photographes, photographies réelles. Donc, pour comparer, voilà, il y a plusieurs modèles qui sont disponibles maintenant grâce à plusieurs plateformes qui génèrent des images voilà, de qualité à peu près égale ou voilà, avec des améliorations. Ensuite, je vais terminer par deux petites choses. La première, c'est l'évaluation. Donc, avant, quand on avait des modèles, par exemple, pour classifier des images, des modèles discriminants, voilà, on a notre image, notre classifier, et après, on a nos classes. Donc, on sait si c'est la bonne classe qui a été classifiée ou pas. Donc là, c'est facile à évaluer une fois qu'on a nos vérités de terrain. Mais par contre, pour des modèles de génération comme GAN ou Diffusion, c'est un peu plus difficile. Donc là, c'est une génération d'un chien. Ben voilà, est-ce que c'est réaliste ou pas? Peut-être. Donc c'est un peu plus difficile à évaluer. Donc il y a eu quelques tentatives d'évaluation. Donc l'idée simple peut être, voilà, on a nos images qui sont générées, on a nos images réelles. Voilà, on peut simplement les comparer en fait une distribution d'images réelles et une distribution d'images générées. Mais par contre, quelle va être la distance entre les distributions? Bon, ça peut être une distance fléchée, par exemple. Après, comment on estime en fait la distribution? Parce qu'on ne peut pas calculer la distribution réelle d'images, parce qu'il y a tellement d'images, c'est impossible de donner une distribution. Donc, ça va être un sampling ou voilà, un choix de nombre d'exemples qu'on peut prendre pour comment dire, estimer la distribution. Pareil, côté génération. Et comment on fait cette estimation? Combien de samples ou exemples on prend? Donc, en suivant toutes ces questions-là, comment représenter les distributions et tout ça, il y a quelques exemples. Là, c'est deux mesures en fait qui sont utilisées souvent, qu'on voit FID, Fresh Inception Distance, qui est basé sur un réseau de neurones Inception, et pareil, Inception Score aussi. Donc, voilà, pour voir comment on peut donner en fait un chiffre pour faire les calculs. Et ensuite, il y a toujours beaucoup de questions au niveau de biais. Je ne vais pas montrer tous les exemples, je vais laisser peut-être ça plutôt pour la partie discussion. Mais aussi, il y a une grosse question, quel est le modèle on doit utiliser entre les GAN, VAE ou des modèles de diffusion. Donc, ça dépend de l'application. Les diffusion models sont un peu l'état de l'art, mais il y a eu beaucoup de travaux qui ont dit aussi qu'en fait, GAN, avec suffisamment de données, suffisamment d'entraînement, c'est peut être encore compétitif au niveau de diffusion par rapport à diffusion models, mais ça demande voilà, d'autres choses. Donc, je pense que je vais terminer là pour laisser un petit peu de temps pour les questions. Donc, merci. Merci à toi, Kartik. La présentation est très, très bien. Ça démystifie, enfin, ça me permet de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne, parce que c'est vraiment de la magie pour moi. Même si je pense que je suis encore loin de pouvoir améliorer ces algorithmes, voire les coder, hein, mais c'était au bon niveau. On a quelques questions. Donc, la première concerne le prompt engineering. Parce qu'effectivement, je pense qu'on est nombreux, enfin Jocelyne a fait cette expérience-là, mais on est nombreux à être déçus par ce qu'on arrive à générer avec nos prompts de base. Effectivement, le résultat est souvent décevant. Est-ce que tu as des commentaires ou des bonnes pratiques à partager sur l'ingénierie des prompts, justement? Ouais. Là, en fait, j'ai appris il y a déjà quelques années là maintenant, en fait, il y a un nouveau poste en fait qui est créé dans plusieurs entreprises. Ce sont des prompt ingénieurs, ingénieuses qui, leur travail en fait consiste à juste générer des bons prompts. Et c'est pas un travail en fait qui est, qui nous donne des résultats instantanément. Donc, c'est plutôt des itérations. Donc, on prend un prompt, on génère une image, on voit le résultat. Et selon le résultat, nos envies, en fait, on modifie le prompt. Donc, c'est plutôt une approche très, très itérative. Donc, on ajoute une information et si ça ne nous plaît pas, on remplace par autre chose, on ajoute encore plus d'informations. Donc, c'est vraiment en fait comme un feedback qui est fait très manuellement en utilisant
voilà, qu'est-ce qu'on veut mettre dans notre image? Est-ce que ça nous plaît? Est-ce qu'il faut ajouter d'autres éléments? Donc là, c'est un autre avantage. Un avantage avec des modèles de diffusion, c'est en fait, naturellement, ce sont des modèles itératifs. Comme je vous ai dit, voilà, on ne fait pas tout en une seule phase. On fait ça en plusieurs phases. Donc, on peut voir, je ne sais pas besoin d'aller jusqu'au bout pour générer l'image finale. On peut s'arrêter au milieu de, voilà, je ne sais pas, on fait 3 phases et on regarde quel est en fait le résultat. Et après, on peut peut-être améliorer encore le prompt pour ne pas aller jusqu'à la fin et attendre la fin du processus pour améliorer. Donc, comme le modèle est naturellement itératif, je pense qu'on peut s'arrêter au milieu et peut-être ajouter plus d'infos pour modifier le prompt. Voilà, ça peut être, mais c'est un processus très long et c'est pour ça, en fait, c'est un des problèmes de modèles de diffusion, l'utilisation, c'est que c'est très long. Toutes les itérations, ça prend de temps et voilà. Ça me pose plus de questions, hein. C'est Mm. que, alors, je suis incapable de dessiner pour ma part, et c'est une bonne nouvelle pour les graphistes et les illustrateurs, hein. Ça veut Mhm. dire que l'IA va pas les remplacer tout de suite. Moi, mon expérience, c'est que alors, dans des modèles génératifs de texte, de langage, parfois on passe plus de temps à faire le prompt qu'on en passerait pour écrire le texte. Mm. Et sur l'image, pour moi, c'est encore pire. Enfin, encore que je mettrais une infinité de temps à faire un dessin, mais voilà. Mm. Et c'est vrai que c'est une limite peut-être de l'IA, mais bon, on va rentrer Oui, dans la mais philosophie. après, je pense que il y a aussi des modèles en fait de génération de prompts. Comment générer des prompts? On peut avoir un réseau de neurones, des modèles, euh, un autre LLM hein, qui va nous générer Mm. simplement des prompts. Ah oui, je pense qu'il y a aussi un commentaire dans le chat. Ouais, je veux bien que Il y tu a, commentes, parce que celui-ci, je ne l'ai pas compris. oui, Donc, Llama 3, effectivement, a l'air d'être bon pour générer des prompts, mais du coup, il génère à partir de quoi? Si je reste sur mon idée de me faire une illustration pour mon PowerPoint ou pour voilà, une oui. photo, quelque chose, etc. Donc, je vais avoir mon idée. Du coup, il faut que je rentre mon idée dans le Llama qui va me dire, voilà le prompt qu'il faut que tu rentres dans Stable Diffusion dans Midjourney. C'est ça le principe? Oui, c'est ça. Donc, en fait, l'idée, en fait, D'accord. il y a en fait, on va dire une phase de pré-apprentissage ou pré-génération qui va être simplement d'abord générer le prompt qui va nous donner les images. Mais après, quelles sont les entrées pour ce nouveau réseau-là, basé par exemple sur Llama 3? Ça, je ne connais pas tous les détails de Llama 3, je n'ai pas vu le rapport technique, je ne sais pas si tout a été décrit, mais voilà, d'abord, il faut savoir en fait donner nos envies, ou exprimer nos envies pour pouvoir générer un prompt qui mieux représente en fait ce qu'on veut. Donc Mm. voilà, donc il y a un modèle par exemple Llama 3 ou autre chose qui prend cette entrée-là, mais quelles sont ces entrées-là? Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas vu l'exemple de Llama 3, mais je me doute bien que voilà, il y en a des modèles qui prennent voilà, des informations pour générer des prompts qui vont simplement ensuite utiliser par Stable Diffusion ou autre chose pour voilà, générer l'image à la fin. Oui. J'ai vu également il y a des travaux de recherche pour mettre des réseaux de neurones qui vont apprendre du comportement des utilisateurs par rapport à des moteurs d'IA générative. C'est-à-dire que tant que j'itère et que je refais des prompts, ça veut dire que je ne suis pas satisfait. Et au moment où j'arrête, on va considérer que ce que m'a donné, alors soit j'ai abandonné, mais en général, on considère que j'ai eu ce que je cherchais. Et donc, Mhm. du coup, le modèle réinjecte des données pour influencer le modèle d'IA générative sur les préférences statistiques, hein, évidemment, des utilisateurs. Oui, tout à fait. Donc là, je pense que c'est une question euh, question état de l'art, on va dire. Comment faire ça? Euh, ouais, je pense qu'il y a plein de travaux en ce moment là-dessus. Voilà, comment faire? Ça bouge, ouais, ça bouge vite. Et est-ce qu'il Oui. existe à l'inverse des IA, on va appeler ça comme ça, qui prennent Mhm. une image et qui en font une description textuelle? Oui, oui, tout à fait. Donc là, c'est comment dire, image to text. OK. C'est un problème qui a été étudié, qui est encore étudié, mais depuis longtemps, même avant les modèles de Deep. Donc là, c'est un peu la même idée. En fait, l'idée, c'est de mettre les deux distributions de texte et de données visuelles dans un même espace latent pour mettre en fait les images et les captions qui décrivent la même chose vont être
proche dans la représentation et une image et une mauvaise caption, on va dire, va être plus loin. Donc, simplement, si on arrive à faire cette correspondance, on va dire, entre image et texte, donc si on donne une image comme entrée, on peut retrouver le texte qui est correspondant en cherchant dans ces espaces latents. Par exemple, en trouvant le plus proche voisin pour donner le texte. Et là, on fait l'inverse. Donc, maintenant, pour génération, on a le texte. On essaie de chercher en fait l'image qui est très proche dans cet espace latent euh, pour donner cette image-là ou voilà, générer cette image dans cet espace latent. Donc, Ça, les deux existent. ça pourrait être marrant de prendre une image, d'en sortir une image textuelle et de réalimenter un DALL-E ou un Midjourney avec cette description-là en lui demandant de changer le style. En disant Ah, fais-moi un truc plus réaliste ou fais-moi ça, ça oui. pourrait être. Je ne sais pas si ça a été fait, mais ça pourrait Si, être ça intéressant. c'est Ouais. le problème de image-to-image translation. Donc, Mm. changer le style, par exemple, je ne sais pas, on prend une image, on va généralement une image qui va être dans le style de Cézanne, et après, style de Picasso ou Dali, de changer en fait le style avec le même contenu. D'accord. Donc, ça existe. Oui, il y a plein de démonstrations qui sont intéressantes. Peut-être une dernière question, parce que malheureusement, la session touche à sa fin. Je ne vois plus de questions dans l'interface. Tu as parlé beaucoup d'images statiques. Oui, La vidéo amène une j'ai dimension plus complexe encore, parce que du coup, il y a des déformations temporelles et il faut tout à assurer fait. la cohérence Donc, entre oui, chaque image. tout à fait. J'ai pas du tout touché à ça, mais juste peut-être pour terminer, voilà, vous avez peut-être tous vu en fait les exemples de Sora. Mm. Donc là, c'est la génération de vidéos. Donc là, ça a été généré en fait image par image avec peut-être une petite connexion entre les images, mais ça reste, c'est des travaux en cours, hein. Là, il y a plein de gens, je pense, qui s'intéressent à ce problème-là. Mm. Comment créer ça? Ça peut pas être une vidéo très longue pour plusieurs contraintes. Ça peut être des morceaux de vidéo de quelques secondes et comment on va Je pense, les je pense- je pense qu'on a tous regrouper. vu les images de Sora, justement, qui a un éléphant dans la savane et à un moment, les pattes partent d'un côté et Voilà, l'éléphant c'est de ça. l'autre. Donc en fait, là, c'est les Euh, discontinuités en fait qui existent. ouais. Donc même là, je pense qu'il y a un moment, il y a le bal qui tombe Mm. dans le basket et on voit que ça s'explose. Il y a des choses un peu bizarres en fait qui se passent, Mm. qui sont pas très, très Ouais. cohérents. Mais oui, c'est fait image par image, mais il y a des améliorations en fait en cours, Ouais. comment mieux faire ça. On est Mais vraiment à l'état voilà, de l'art. Juste une dernière question avant de oui, clore. Alors, je ne suis pas sûr de la comprendre, donc tu la comprendras peut-être mieux que moi. Donc, quelle est la forme du code latent de la diffusion? La question, c'est la personne se demande si le bruit est global à l'image ou si chaque pixel est indépendant. d'accord. Donc là, dans le modèle de diffusion, en fait, le bruit est au global, c'est au niveau de toute l'image, mais on peut aussi envisager en fait d'avoir un bruit qui est indépendant à chaque pixel ou chaque région d'image, mais le modèle de base, c'est global au niveau d'image. Il y a un seul paramètre, on peut le changer euh, euh, une itération après l'autre, mais ça reste global au niveau d'image. Mais ça peut être aussi élargi vers d'autres modèles, voilà, avec des bruits indépendants pour chaque pixel. Merci beaucoup. Donc, voilà. Donc, merci Elkartik pour ton exposé, très clair, très passionnant, un peu technique, mais c'était l'idée. Hein. L'idée, c'était de faire 3-4 sessions sur effectivement, comment ouvrir un peu le capot. Les 2 sessions suivantes, ça va être vraiment des usages et des témoignages concrets de comment l'IA générative est utilisée dans les entreprises. Donc, la prochaine session du 17 mai, on aura 3 témoignages d'intégrateurs de l'IA, on va dire, qui ont travaillé avec des entreprises sur des cas concrets. On sera plutôt sur des témoignages euh, textuels, classification de documentaires, choses comme ça. Et le 28 juin, on aura 2 témoignages. Donc, un qui s'intéressera au modèle de langue appliqué au no-code, low-code, donc à une assistance au codage et au développement. Et le deuxième témoignage sera une IA générative qui génère des modèles 3D pour illustration de vidéos, d'animation, de films d'animation ou d'impression 3D.
Donc voilà, donc venez toujours nombreux, vous êtes toujours très nombreux à être inscrits et à venir, donc c'est vraiment bien. Continuez de venir parce que les contenus vont continuer d'être intéressants. Merci Kartik encore une fois, merci à Mihai pour l'organisation et puis merci à vous de vous être rendu disponible. À bientôt, au revoir. Merci encore. Au revoir.